Messieurs les présidents, monsieur le sénateur, cher Grégory, merci de me faire l'honneur de parler dans cette grande maison qui a connu Claude Hurier, le professeur Claude Hurier, qui est l'inventeur de la loi Hurier-Cyrus-Clapp, qui institue les essais cliniques en France. C'est vachement sympa, oui. Nous avons une pensée pour Claude Hurier, mais aussi pour Henri Pujol. Bravo. Voilà, je crois que c'est important de dire que ces personnes ont institué les essais cliniques en France et en Europe, car on le verra, je le dirai un peu plus loin, sa loi a inspiré le règlement européen. Est-ce qu'on a des slides ou pas? Okay. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, le travail de l'NPIS, c'est l'établissement de normes pour manager le risque des INM, mais aussi le risque santé pour produire donc de la salutogénie. Et donc le tout, si on parle de management du risque, on pourrait déjà parler d'une norme qui institue le management du risque au niveau international, qui est la norme ISO 31000, peu importe, mais en tout cas c'est une norme qui s'applique à anticiper. Donc on est dans la sûreté, on anticipe la vraisemblance des risques. Le tout dans, vous le voyez, une gouvernance polycentrique, hein, c'est-à-dire une gouvernance distribuée, qui peut être également distribuée sur les territoires, dans laquelle on retrouve des instances souveraines, comme le Sénat, des instances néo-institutionnelles, comme les sociétés savantes, les colloques d'usagers, hein, les associations de patients, des systèmes d'information, c'est ma spécialité pour la sûreté sanitaire, ça c'est très important pour le suivi, la surveillance et l'émergence de données qui vont permettre une meilleure évaluation, et des institutions externes, on pourrait dire internationales ou supranationales. Donc, quand on parle de gouvernance polycentrique, alors je fais référence aux travaux d'un prix Nobel qui s'appelle Elinor Ostrom, elle nous dit c'est important de bien délimiter les biens communs. Donc la santé est un bien commun, les INM pourraient devenir ce bien commun également. Il faut bien définir les contours. Et Grégory a déjà montré qu'il y a des choses qu'on appelle INM et d'autres pas. Et il faut bien les délimiter. La participation active des utilisateurs, donc des bénéficiaires, des usagers, des règles adaptées localement ou territorialement, car chaque territoire a ses propres problématiques. Et bien sûr, des systèmes de surveillance collective et des sanctions, tout en reconnaissant des droits de propriété pour garantir l'exploitation par certaines organisations commerciales de ces biens de gestion durable. Donc, cette norme NPIS va évoluer de façon néo-institutionnelle. Donc, on l'a vu dans le cas du médicament, les bonnes pratiques cliniques, c'est historique, ont émergé d'un consensus international d'industriels. Donc, les agents économiques, à un moment donné, se sont demandé comment accélérer la mise sur le marché des médicaments. Et se sont inspirés de l'harmonisation européenne réglementaire. Et ils ont créé une norme internationale qui s'appelle les bonnes pratiques cliniques ICH, qui par la suite sont devenues du droit contraignant, sous la forme aujourd'hui du règlement 536-2014 qui régit les essais cliniques en Europe. Donc il y a d'abord l'émergence d'une norme, la reconnaissance de l'importance économique de cette norme et une pression économique et législative pour pouvoir l'institutionnaliser. La problématique à l'écran, c'est que pour qu'il y ait une prise en charge d'une INM et d'une solution de santé, il faut garantir sa sécurité et il faut garantir son rapport bénéfice. Et donc, il faut s'appliquer à vérifier que dans un référentiel, qui pour les assureurs qui sont devant nous, je crois, il y a une base d'actuariat, c'est-à-dire une base de données qui permet d'évaluer la probabilité d'un risque et l'assurabilité de ce risque, pour pouvoir effectivement le proposer à une personne. Donc il y a à la fois un cadrage réglementaire de ce qui est une INM et ce qui ne l'est pas, donc avec une forme d'autorisation de pratique, et puis la dimension assurantielle qui est une dimension donc économique. Et c'est bien dans ce creuset légal et économique que se forgent les normes et donc par la suite les lois. Donc dans ce nœud légal économique, qui est finalement le troisième état de la matière légale et économique. Donc les acteurs économiques sont importants et les assureurs qui sont devant nous sont évidemment des acteurs clés de cette évolution. Et donc, au sein du processus, on a une partie itérative sur la gauche de l'écran, la recherche, la technologie et le développement,
se font de façon itérative. C'est le modèle, le channeling model, je ne détaille pas, mais il n'y a pas de linéarité. Et la recherche peut survenir par hasard, tout à fait par hasard. C'est le cas de l'invention de la pénicilline avec Fleming, qui est bien connu, qui est un hasard heureux. Donc la recherche fondamentale évolue dans une forme d'itération, des allers-retours, des tâtonnements. Puis, il y a la phase du développement, c'est-à-dire l'application technique sur un marché, qui va aboutir ou pas à une normalisation. Donc vous voyez qu'ici, il y a un processus, encore une fois, légal et économique. Y a-t-il un besoin? S'exprime-t-il? Y a-t-il une assurance capable de le rembourser? Et donc, à partir de là, on peut se poser la question de l'enregistrement, de l'autorisation, puis la surveillance. Alors, cette question de la surveillance est extrêmement importante. Elle est d'ailleurs dans les termes mêmes du règlement 536 qui régit les essais de médicaments. Également dans ce qu'on appelle le MDR, qui est le règlement européen des essais des dispositifs médicaux. Ce terme de surveillance est très important et il a été institutionnalisé par la loi à la suite des assises du médicament, qui de triste mémoire, puisqu'il suivait l'accident du Mediator, qui fait que les autorités compétentes peuvent obliger un fabricant à faire des essais de sécurité après la commercialisation d'une application médicale. Donc, la normalisation ne s'arrête pas au moment de l'autorisation, elle se poursuit tout au long de la vie du produit de santé pour renvoyer éventuellement vers la recherche fondamentale dans des itérations sur des choses qu'on a découvertes à large échelle sur le marché. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Encore une fois, je suis très heureux de participer à ce colloque et je crois qu'on est là dans la rencontre entre la science et la société. Ces moments fondateurs de rencontre entre la science et la société. On a vu pendant le Covid que cette rencontre n'était pas toujours heureuse. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.